Salut! Dans cette vidéo, je vais vous présenter le projet que nous avons eu avec Miguel, un guitariste de jazz manouche. Il a comme projet de se monter un ampli à lampe combo, mais n'ayant pas les compétences, il a décidé de me refiler ce projet. Cool! Pour cela, il a déjà récolté différents matériels, dont notamment une vieille radio à lampe. Il me dit l'avoir essayé et me précise « Il fonctionnait bien, mais à un moment ça sentait le cramer. Aïe !» Il m'envoie tout ça dans un colis. On verra la réception du matériel plus tard dans cette vidéo. Je lui envoie des photos de cette caisse des années 30 que j'ai dans mon stock et tout de suite ça lui plaît. Ça commence bien, on est sur la même longueur d'onde. Le premier travail sur cette caisse de radio des années 30 a consisté à faire un petit ménage, retirer la plaque du haut-parleur avec son tissu, enlever la partie haute de l'arrière et décoller 2 tasseaux. Puis enlever l'enjoliveur qui encadrait le cadran de la radio. Je place un haut-parleur de 10 pouces pour apprécier son encombrement dans la caisse. Une fois la caisse à nu, je ponce tout l'intérieur. J'ai découpé la nouvelle plaque de haut-parleur. L'emplacement du haut-parleur est tracé, les trous de fixation sont percés, les écrous pour le bois ont une épaisseur de 1 mm qu'il faut retirer à la défonceuse pour ne pas qu'ils ne dépassent. Entre-temps, j'ai réalisé l'ouverture pour le haut-parleur. J'arrondis les bords. Je procède aux finitions. Je peux maintenant installer les écrous de fixation de haut-parleur. Je place le haut-parleur pour m'assurer que tout est OK. C'est bon, alors je passe à la peinture noire. Sur la caisse, je passe une couche de vernis. Je m'arrête là pour l'instant pour l'ébénisterie, car je viens de recevoir le colis de Miguel. Regardons ça ensemble. En bonus, Miguel m'a offert 3 châssis d'ampli.
Belle bête ce châssis. Un tank de réverb, dommage, une de ses bobines est coupée. Voilà ce qui nous intéresse pour ce projet. Un haut-parleur Jensen Alnico et le vieil ampli à lampe. J'ai amené l'ampli sur l'établi. Alors ce qu'il y a de marrant, c'est qu'il y a un dessous à cet ampli, au châssis. Donc déjà on peut voir le transfo d'alim, la self, le transfo de sortie. Nous avons 5 lampes. Ici, il y a la redresseuse, une EZ81. Les 2 lampes de puissance qui sont des EL84. Une ECC83. Et une EF86. Donc ça, c'est une lampe de préampli. La préampli et déphaseur. Voilà, une Marshall LCC83. Là, on a une EL84. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle a pris un coup de chaud. Voilà, on voit bien les marques noires là. Signe que ça chauffait très fort. Et la deuxième EL84, c'est pareil. Gros coup de chaud. Voilà les marques noires là. Il y a même un deuxième trait ici, là. Il y a un coup de chaud. Voilà. Et la EZ81, alors elle, elle n'a pas pris de coup de chaud. Pourtant les EL84 devaient débiter assez fortement. Et elle, pas de coup de chaud. Donc voilà pour le dessus de l'ampli. Et le dessous. Bon, on peut voir qu'il n'y a pas grand chose à récupérer. Ce sont les vieux condensateurs, les vieilles résistances. Voilà. Bon. Ce qui est le plus intéressant, ça va être le transfo d'alim et le transfo de sortie. Donc maintenant, je vais démonter tout ça. Donc avant de mettre l'ampli en pièces détachées, on va repérer les différents enroulements du transfo d'alimentation. Par exemple, ces 2 fils vont à la EZ80 avec un point milieu. Donc ça, c'est la haute tension. Donc, je le repère avec HT. Ici, on a un enroulement mais qui est relié à rien. Ici, on a le secteur. Donc je mets un petit S. Et ici, on a le 6 volts qui alimente tous les filaments 6 volts et aussi le voyant. Donc ici, je mets un petit F. Voilà, maintenant, on peut passer au démontage. J'ai récupéré les 3 transformateurs. On ne répétera jamais assez qu'il ne faut jamais mettre sous tension ces vieux amplis bidouillés. Par exemple ici, la personne a eu la bonne idée de passer les fils de secteur dans les trous ici. Mais ce qui risque de se passer à force de bouger, c'est que le plastique se fendille. Et donc après, on aurait le secteur qui est à la masse. Et donc comme il n'y a pas de prise terre, s'il y avait une prise terre, ça serait le compteur différentiel qui sauterait. Mais là,
il n'y a pas de prise terre. Donc si vous prenez votre guitare, c'est comme si vous mettiez les mains dans la prise. Cela risque de vous secouer un peu. Maintenant, nous allons vérifier les 3 transformateurs. Donc d'abord la self. Alors je me suis mis en mode ohmmètre. Plus de 90 kOhms, donc c'est beaucoup trop pour une self. Je crois que c'est écrit dessus 300 ohms. Donc là, la self, elle est coupée. Donc c'est poubelle. Maintenant, on passe au transformateur de sortie. Là, on a le primaire. Et de chaque côté, ici, le secondaire. Donc je me mets sur le point milieu du primaire. Je vais mesurer un premier côté. 80 ohms, ça c'est bon. Et 91 ohms. Ça c'est bon. Donc le primaire est bon, c'est une bonne chose. C'est souvent lui qui est coupé. Et là on doit trouver 1 ou 2 ohms. 2 ohms pour le secondaire. Donc ça c'est tout bon. Je vais quand même vérifier que l'isolement de chaque enroulement est bon. Une touche à la carcasse du transformateur. Et ensuite je me mets sur une des broches d'un enroulement et je mesure qu'il n'y a pas de court-circuit avec la carcasse. Donc le secondaire ne touche pas à la carcasse et le primaire ne touche pas à la carcasse. Les 2 enroulements sont bien isolés de la carcasse. Le transformateur de sortie est bon. Il faudra mesurer plus tard son rapport de transformation. On passe maintenant au transfo d'Alim. Je me mets sur le secondaire. 17 ohms, c'est bon. Là, c'est le filament, 1 ohm. Là, c'est l'enroulement qui n'était pas connecté. Mais il y a bien un enroulement ici, 1 ohm. Cette broche, je ne retire rien. Et là, c'est la haute tension. Je me mets sur le point milieu de la haute tension et je vais mesurer les 2 côtés. 110 ohms et 106 ohms. Donc ça, c'est bien. Maintenant, pareil, il faut que je mesure l'isolement de chaque enroulement par rapport à la masse. Ça, c'est bien isolé par rapport à la masse. Là, c'est bon. L'enroulement filament est bien isolé et l'enroulement du secteur est bien isolé. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mesurer que les différents enroulements sont bien isolés entre eux. Je me mets sur le point milieu de la haute tension et je vais vérifier qu'il n'y a pas de contact avec un autre enroulement. Là, c'est bon. Là, c'est bon. C'est OK. Et je fais pareil à chaque fois. Là, c'est bon. Voilà. Et maintenant, il me reste juste à mesurer l'isolement entre ces 2 enroulements. Donc, c'est bien isolé. Maintenant, il va falloir que je mette le transfo d'Alim sous tension et mesurer les différentes tensions. Donc, j'ai soudé un cordon secteur. Le cordon secteur est branché sur mon transfo d'Alim. Et on va pouvoir allumer. On va vérifier qu'il ne consomme pas trop. Voilà, on peut voir qu'il consomme très peu. Donc c'est plutôt bon signe. Mon multimètre est en position voltmètre et en AC. Donc on va pouvoir contrôler les tensions alternatives du transfo d'Alim. On peut vérifier quand même la tension secteur dans un premier temps, que sort mon transfo d'isolement. Je suis à 238 volts. Ok, là c'est la tension filament. Alors c'est une tension à vide, donc elle va être un petit peu forte. 6,8, donc ça c'est très bien. Donc là je suis sur le point milieu de la haute tension, donc je mesure un côté, 280 volts et 283 volts, donc ça c'est bien. Et il y a cet enroulement qui n'était pas connecté, donc 5 volts, 5,4, donc c'est pour du 5 volts, donc c'est certainement pour une valve, par exemple un 5Y3. C'est tout bon pour les tensions de ce transfo d'Alim, voilà, on peut continuer. Pendant que le transfo d'Alim est sous tension, on va en profiter pour maintenant mesurer le rapport de transformation du transfo de sortie. Ici, j'ai la tension alternative au primaire, donc ce qui sort de mon variac. Et ici, j'ai la tension alternative au secondaire. Le but, ça va être d'augmenter petit à petit la tension du variac, donc la tension que je mets au primaire. Et à la sortie, au secondaire, je devrais avoir 1 volt. Et je pourrais lire alors le rapport de transformation. Alors on y va, on allume. Donc
là j'ai 0 volts, j'augmente petit à petit. Donc là on voit bien que ça augmente. Les deux tensions augmentent petit à petit. Je m'approche de 1 volt. Voilà, j'y suis presque. Et je lis 38 volts. Donc le rapport de transformation est de 38. Cela fait maintenant une demi-heure que le transfo-d'alim est sous tension. Donc je l'ai débranché. Et il est encore froid. Il est tout froid. Donc bon, on va considérer que le transfo-d'alim est bon. J'ai préparé cette manip qui va nous permettre de savoir quelle est la tension après les diodes. D'abord, nous allons mesurer la tension en charge. Donc la charge, c'est la résistance de cette K. Ensuite, je dessouderai cette résistance et nous aurons la tension à vide. C'est toujours bon de savoir quelles sont les tensions en charge et à vide avant d'établir le schéma. Alors d'abord, la tension en charge. Voilà, j'ai tout préparé. 355. La charge est dessoudée. Maintenant, on va pouvoir relever la tension à vide. 390. Pour ce qui concerne le schéma, au début, Miguel voulait faire un clone de Steamer M10. Les amplis Steamer sont réputés chez les guitaristes de jazz manouche, notamment connus grâce au célèbre guitariste français Django Reinhardt, qui jouait dessus. Plus tard, Miguel me précise qu'il souhaite peut-être un ampli plus polyvalent et me laisse le choix. Dans le même style, il y a aussi le Thunder, le 5.3 Deluxe, connu pour son clean. Pour augmenter la polyvalence de cet ampli, nous remplacerons le réglage de tonalité par une égalisation 3 bandes, basse, médium et aiguë. Je vais m'inspirer de ces deux schémas et rajouter une égalisation. Voici le schéma. On peut voir un redressement par diode, le premier préampli, l'égalisation 3 bandes, le réglage de volume, le deuxième préampli, la lampe déphaseuse et l'ampli de puissance. Maintenant, nous allons déterminer l'impédance du haut-parleur qu'il nous faut. Pour cela, nous connaissons le rapport de transformation du transfo de sortie. Il est de 38, nous l'avons vu tout à l'heure. Nous savons aussi que pour un push-pull de 6P1P, il nous faut avoir une impédance de 10K au primaire du transfo de sortie. Grâce à cet abac, nous allons pouvoir relever graphiquement l'impédance du haut-parleur. Donc 10K, un rapport de 38. Nous pouvons constater que l'impédance du haut-parleur adéquate est de 7 ohms. Un haut-parleur de 8 ohms conviendra parfaitement. Il faut mieux avoir une impédance plus élevée qu'une impédance trop basse qui surchargerait les lampes de puissance. Nous connaissons les composants principaux de l'ampli. Passons à la construction électronique. Donc je suis en train de réfléchir à comment placer les éléments sur le châssis. D'abord, j'ai choisi de mettre le transfo d'alim à gauche. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un transfo d'alim, ça rayonne du 50 Hz. Le 50 Hz étant la fréquence de notre secteur. L'élément le plus sensible à ce rayonnement, c'est le jack d'entrée, guitare. Donc nous le mettrons à l'opposé. Deuxième chose sensible, c'est le transfo de sortie. Il faut veiller à ce que l'enroulement du transfo de sortie et l'enroulement du transfo d'alim ne soient pas couplés entre eux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que leur enroulement soit dans le même sens. Il faudra les orienter à 90 degrés. Ensuite, pour le placement des lampes, il en découle qu'à côté du jack d'entrée, ça sera la lampe de préamplification, ensuite la lampe déphaseuse et les deux lampes de puissance. Et ensuite, je mettrai ici les condensateurs de filtrage. Maintenant, il faut que je fasse le schéma de câblage pour organiser tout ça. Le schéma de câblage est réalisé. Maintenant, place au concret sur le châssis. Il va falloir faire tous les perçages. Mais d'abord, je dois raccourcir le châssis.
J'ai passé une bonne partie de la journée à faire des petits trous, à bien les positionner. La galère, c'est de faire les trous rectangulaires. Il faut les façonner à la lime. Voilà, c'est une bonne chose de faite. Maintenant, je vais pouvoir fixer les composants dessus. La suite au prochain épisode.